Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Lutte contre l'insécurité, quelle doit être la stratégie des nouvelles autorités? Attaque meurtrière contre les forces armées maliennes, exécution sommaire des civils, déplacement massif, fermeture des écoles, explosion des mines sont enregistrées de plus en plus au nord, au centre et au sud du pays. Pourquoi l'insécurité demeure toujours dans le pays? Quelle lutte faut-il pour rétablir la sécurité? Les dispositions déjà établies ont-elles été limitées? Les nouvelles autorités de la transition pourront-elles relever ce défi? Quelles pourraient être les conséquences du retrait des forces françaises au Mali? Nos invités, Balan Diakité, politologue, chercheur, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur à l'Université de sciences politiques et juridiques de Bamako. À la présentation, je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. La dernière attaque meurtrière contre les forces maliennes date du dimanche dernier contre le poste de péage de Bougouni. 5 personnes y ont été tuées. Au nord, des autorités coutumières sont enlevées puis exécutées. Peut-on parler déjà d'échec de lutte contre l'insécurité, les politiques déjà mises en place? Bonsoir à tout le monde d'abord. Bonsoir à toi, aux invités et puis à tous les spectateurs de Studio Tamani. Donc l'échec, ça a tout le temps été d'actualité. Depuis Ibeka jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore vu d'évolution dans le secteur de la sécurité. Parce que vous parlez de dernière attaque du poste de péage de Bougouni, l'enlèvement des autorités coutumières et traditionnelles. Il ne faut pas oublier aussi dans la zone de Djéné, tout récemment, au cours du mois de Ramadan, il y a à peu près une dizaine de villages qui avaient été ratissés de la carte du Mali. Donc nous, on se demande souvent, on dit que Ibeka avait été chassé pour incapacité de gérer cette situation sécuritaire. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des officiers, c'est des gens qui ont prêté serment pour sécuriser et le pays et puis les personnes et leurs biens. Des colonels qui étaient là, des soldats qui étaient là hier, avant-hier et aujourd'hui, même demain, ce sont eux qui seront là. Donc ils ne sont pas nouveaux dans cette affaire d'insécurité. Ils ont échoué avec les politiques et aujourd'hui qu'eux-mêmes, ils ont la main dans la pâte, ils continuent à échouer. Donc, aucune évolution, en tout cas, à mon avis. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, à quoi faut-il s'attendre dans les jours à venir? Dans les jours à venir, il faut s'attendre à un peu de tout. Rien ne doit nous surprendre. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de localités qui avaient été déjà abandonnées par nos forces de défense et puis de sécurité. À chaque fois qu'il y a un petit problème à Bamako, vous voyez des gens qui ramassent véhicules et armes pour venir essayer de renforcer quelque part à Bamako. Donc c'est ça le grand danger de la chose. Donc maintenant, même les chasseurs et autres qui sont là, qui sont en train de dire qu'ils sont des autodéfenses, eux, ils sont là à se débrouiller tout seuls. Ils n'ont autre soutien que les autorités maliennes. Et si ces autorités même ne sont pas présentes sur le terrain, donc à quoi il faut nous attendre? Là où les chasseurs vont terminer leurs munitions et aussi ils vont peut-être se rallier sur Bamako. Depuis le temps de Ibeka jusqu'à ces nouvelles autorités, les politiques sécuritaires ont été échouées selon M. Touré. Est-ce que vous partagez son avis? Évidemment, parce que en réalité, ce qu'il dit relève de l'évidence, et l'évidence, c'est ce qui relève de l'ordre de ce qu'on ne peut pas contester, de ce qu'on ne peut pas nier en réalité. Et donc, il suffit de regarder l'actualité du pays pour se rendre compte que l'insécurité a atteint un niveau tel qu'aujourd'hui, personne ne se sent en sécurité, parce que la sécurité, c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord un état d'esprit, c'est avoir la tranquillité quand on est chez soi, avoir la tranquillité quand on circule à l'intérieur du pays, c'est être en paix dans son environnement. Donc je pense que
tout ça, ce sont aujourd'hui des réalités qui échappent au quotidien des Maliens. Et donc aujourd'hui, ce qui a été d'ailleurs la grande erreur de ces autorités de la transition, qui sont dans la plupart du temps dominées par les militaires, ça a été de constater ou considérer la sécurité uniquement sur le plan militaire. La sécurité, ce n'est pas seulement le plan militaire, c'est un des aspects de la sécurité. Mais quand vous avez des gens qui n'arrivent pas à bien manger, comment est-ce que vous voulez qu'ils soient en sécurité? Ce n'est pas possible. Donc l'autosuffisance alimentaire, c'est une réalité qui est là. Quand vous avez l'absence totale de l'État sur le terrain, l'État, c'est le monopole de la violence physique légitime. C'est ce que disait Max Weber. Et aujourd'hui, la violence n'est plus monopolisée au niveau de l'État. Nous assistons aujourd'hui à une polarisation de la violence entre l'État d'une part, entre les groupes rebelles d'autre part, entre les djihadistes d'autre part, mais aussi entre les groupes d'autodéfense communautaire. Donc aujourd'hui, la violence n'est plus concentrée entre les mains de l'État, ce qui aggrave encore la situation. Et en plus de cela, vous n'avez pas de justice. Quand il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de sécurité. Donc voilà en fait un ensemble de choses qui manquent aujourd'hui et qui sapent l'autorité de l'État et qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de sécurité. La violence n'est plus concentrée au niveau des autorités de l'État. Est-ce que vous partagez son avis? Voilà. Je rejoins mes débatteurs. Ils ont tout dit. Vraiment, ils ont tout dit par rapport à cette situation qui a tant duré. On a l'impression qu'on est toujours dans un jeu de balles de ping-pong, une situation qui va, qui revient. Alors que dans un État, celui qui est le débiteur de la sécurité des citoyens, c'est l'État, au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire, tant qu'on ne parvient pas à mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de gestion de cette crise cohérente, c'est-à-dire le premier responsable de cette situation, comme a été dit mon confrère Bala Diakité, la sécurité n'est pas seulement que militaire, c'est un ensemble. Tant qu'on ne parvient pas à se donner la main, à regarder sur le plan, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Quand vous regardez la question du centre et la question du nord, ce n'est pas une question de militaire. La question, elle est sociale et elle est politique. Parce que les gens ne parviennent plus à vaquer à leurs occupations, les gens ne parviennent plus à la question de l'employabilité. L'État est absent. Quand il y a, par exemple, un conflit entre les communautés, alors qui doit être là pour régler cette situation-là? C'est l'État. Il n'y a pas de justice. Donc, tant que l'État est absent sur l'ensemble, sur une bonne partie du territoire malien, on fera que tout le temps, comme on a constaté, ces situations de conflit, comme on appelle cette situation d'insécurité, par-ci, par-là. C'est tellement symbolique de voir que les zones qui n'ont jamais été ciblées, qui n'ont jamais été prises pour cible depuis des décennies, notamment la ville de Tomia, qui n'a jamais été attaquée, même pendant la colonisation, c'était par la négociation que les colonisateurs français ont pu pénétrer sur le territoire. D'ailleurs, selon le dernier rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés, le Mali est classé dans les top 10 des conflits négligés dans le monde. Peut-on dire que la situation sécuritaire au Mali est négligée? Est négligée au plus haut sommet de l'État. C'est négligé au plus haut sommet. C'est-à-dire, beaucoup de gens se disent, posent cette question tout le temps, que voilà, nous sommes dans une militarisation de l'administration. Les gens s'inquiètent pourquoi? Parce que lorsque ceux qui sont censés de donner, de commander, se trouvent dans les bureaux climatisés à Bamako, la chaîne de commandement va automatiquement, ipso facto, se briser. Alors ceux qui sont sur les chats d'opération aussi seront démoralisés parce qu'ils vont se dire que moi je suis le même grade que celui-là, il est à Bamako, il occupe un poste de souveraineté, pendant que moi je me bats sur le front. Donc c'est pour cela que les gens sont en train de lutter contre cette forme de militarisation de notre démocratie. C'est très dangereux pour la démocratie. Ça met automatiquement en danger la démocratie. Pour moi aujourd'hui, la meilleure des stratégies, c'est qu'on s'asseye, nous Maliens, d'essayer de dégager un plan cohérent. Il faut que l'État retourne. L'État essaye de retrouver vraiment ses missions régaliennes, notamment la question de la défense. Nous allons parler de propositions de sortie de crise. Alors, le rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés ajoute également que près de 1344 écoles sont enfermées au 31 mars 2021, affectant du coup l'éducation de plus de 400 000 enfants. Qu'est-ce qui manque réellement aux forces maliennes présentes sur le terrain? Bon, il y a tout. Il manque de tout. Comme Bala l'a dit, tu ne parviens pas à avoir à manger à ta faim, tu ne parviens pas à avoir de l'eau,
et tu ne parviens pas à avoir les bons renseignements aussi. Donc même la population qui est là, qui doit donner des renseignements à nos forces de défense et de sécurité, comment ces populations peuvent les approcher? Est-ce que ces populations, même s'ils parviennent à donner les renseignements aux forces de défense et de sécurité, comment ces renseignements seront exploités par ces mêmes forces de défense et de sécurité? Vous savez, le nombre d'écoles qu'ils ont dit, tous les jours, il faut s'attendre à une dizaine d'écoles aussi qui sont en train de fermer. Le cas que je viens de vous dire tout de suite dans la zone de Djéné, tous les jours, il y a des peuls, il y a des chasseurs, il y a même des gens qui veulent même quitter ce banditisme-là, qui nous appellent. Nous disons que nous ne sommes pas une autorité, nous ne faisons que vous écouter et puis vous dire des très bonnes paroles. Et à part ça, nous allons nous plaindre chez qui pour pouvoir vous aider, pour venir en votre secours. Donc maintenant, vous êtes entre les mains de Dieu, c'est tout. Donc si nous parlons de ces situations, autorités, on part, tu fais. Vous savez, nous, quand on partait depuis Markala, vous descendez le barrage, vous traversez le barrage de Markala, vous allez jusqu'au bas-fond. Rarement vous allez voir des porteurs d'uniformes qui sont là. Dans la zone de Mopti, Djéné et autres là, tout le monde est laissé à lui-même. Donc, c'est vraiment, je ne sais même pas comment expliquer ce cas. C'est tellement grave là. Mais si tu es à Bamako, en train de bouffer gratuitement, et boire de l'eau gratuitement, tu as le courant gratuitement, sur le climatiseur gratuitement aussi. Donc tu vas à tes occupations, tu ne prends pas compte de la vraie réalité qui se passe dans le Mali profond. C'est pourquoi nous avons... Est-ce que l'effectif des forces armées permettra d'occuper toutes ces zones-là? Mais est-ce que nous avons... Mais il faut savoir d'abord combien de militaires nous avons. Eux-mêmes, ils ne parviennent même pas à faire le décompte de savoir combien de militaires nous avons. Ça, déjà, c'est un problème qui est là. Donc maintenant, même si vous allez dans ces zones-là, vous trouvez que les chasseurs sont même plus nombreux que les militaires là. Donc là où il y a 2 ou 3 villages, il y a un village qui a des problèmes, vous trouvez 2 ou 3 chasseurs. S'ils appellent leurs renforts, ils viennent en milliers. Mais chez nous, on appelle des renforts et ces renforts souvent sont même invisibles, ils ne viendront jamais. Mais si on nous dit que les renforts vont venir, mais les renforts ne viennent pas. Donc ça veut dire qu'il y a un manque d'effectifs ou bien il y a une mauvaise foi quelque part. Donc le problème, on n'a pas d'effectifs. Donc c'est pourquoi il y a des recrutements en masse qui sont en cours jusqu'à présent. Donc maintenant, il faut que ces autorités ils s'assument, qu'ils sachent qu'ils ont prêté le serment pour pouvoir défendre l'intégrité du territoire national, de sécuriser les personnes et leurs biens. Bon, nous, on manque de tout ça, là, de leur part. Allez-y. Juste en 2 mots. C'est-à-dire que le problème n'est pas seulement la quantité de soldats que nous avons. Hein. Le problème, c'est surtout au niveau de la qualité des ressources humaines, en fait. Parmi les personnes que nous recrutons dans l'armée, est-ce qu'on arrive à leur donner une bonne formation ? La question est là. Est-ce que ces personnes arrivent à avoir les outils nécessaires qui permettent une meilleure opérationnalisation des commandements qui leur sont donnés par leur hiérarchie sur le terrain? Ça, ce sont des questions fondamentales, des questions techniques. Et si on n'arrive pas justement à répondre à ces questions-là, parce que la guerre frontale avec les djihadistes, c'est pas possible. L'ennemi est invisible. Donc il faut avoir non seulement les outils nécessaires pour avoir des renseignements, et à ce niveau, il y a un problème de coordination, je pense, au niveau de l'État et les partenaires étrangers qui sont sur le terrain. On ne peut pas comprendre que Barkhane soit au Mali avec autant de moyens logistiques qu'ils ont et que nos soldats meurent tous les jours. Donc, quelque part, il y a certainement un problème de transmission de messages ou bien de transmission des renseignements. Donc, là, je pense que quelque chose doit être fait par nos autorités pour que les militaires qui sont sur le terrain puissent avoir les renseignements à temps. Donc, ça, c'est important. Les outils nécessaires, une bonne formation, si on n'a pas ces 2 éléments. Et ensuite, des gens qui sont pétris de patriotisme pour le pays, ça aussi, c'est important. Il y a ces secteurs dans la vie sociale. On ne peut pas en fait rentrer dans ce secteur-là si on n'est pas vraiment convaincu de ce que l'on veut faire. Par exemple, l'enseignement, il faut aimer ce métier pour le faire. La médecine, il faut l'aimer pour le faire. C'est pareil également pour le corps militaire. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas patriote, mais tu ne vas pas rien faire là-dedans. L'exemple du Tchad ne doit-il pas nous interpeller? En une semaine de guerre, ils ont mis hors d'état de nuire les rebelles du FACT.
Non, mais parce que, je ne sais pas, le Tchad peut-être maîtrise mieux le terrain sahélien que nos soldats, c'est peut-être possible. Ils ont une plus grande expérience en matière de lutte contre les terroristes, mieux que nous. C'est pourquoi ils étaient même chez nous ici au Mali, je ne sais pas s'ils sont encore là, pour épauler nos soldats dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. Mais je vais juste dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement... Le Mali est annoncé parmi les pays qui ont l'armée la plus forte de l'Afrique de l'Ouest. Quand ça? Dans les années depuis 1963. Non, mais je parle de maintenant. 1963, oui, c'est de l'histoire. Mais actuellement, quelle est la place qu'occupe justement notre armée dans le classement en Afrique? Voilà. Parce que si on était meilleur, on n'allait pas faire appel à tous ceux qui sont là, à tous les partenaires étrangers qui sont là et qui font de leur mieux pour nous assister. Donc aujourd'hui, ce que je vais tout simplement dire, laissons un peu l'histoire là où elle est, laissons les Soundiata Keïta, laissons les Moussa Traoré là où ils sont et essayons d'être pragmatiques. Et le pragmatisme, c'est ce qui a surtout manqué aux autorités de la transition. Quand ils sont venus, ils ont cru en fait qu'ils avaient 5 ans devant eux. Ils n'ont pas 5 ans, ils n'ont que 18 mois. Et quand on a 18 mois, il faut être pragmatique, c'est-à-dire se donner des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Et des objectifs qui soient atteignables, mesurables et atteignables. Et en son temps, j'avais dit que cette transition ne peut pas avoir pas plus que 3 objectifs principaux. Le premier objectif, la sécurisation du territoire. Deuxième objectif, la conduite des réformes politiques institutionnelles. Troisième objectif, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. Il fallait se concentrer sur ces 3 objectifs et conduire la transition vers des élections. Et ensuite, le gouvernement ou le président qui sera élu à l'issue de ces élections saura effectivement conduire le reste du travail sur le terrain. Balan parle tout à l'heure de manque d'outils de transmission. Est-ce que les forces armées maliennes ont un manque vraiment de renseignements? Si, ils ont un véritable manque de renseignements. Alors je vais d'abord commencer par dire le mode de recrutement au sein de notre armée. Nous avons un mauvais mode de recrutement. N'importe qui peut se trouver au sein de notre armée. C'est dangereux pour un État. Alors les gens qui n'ont pas reçu d'autre part, qui ont commis des délits, qui n'ont pas pu décrocher un bac, qui sont dans la drogue, qui se promènent, sont recrutés au sein de l'armée. On pense que c'est l'armée qui va leur donner un meilleur comportement. C'est très dangereux pour un État. Ça, c'est un véritable combat pour le Mali aujourd'hui. Alors, par rapport à cette question de renseignement, je pense qu'il n'y a pas une véritable synergie entre nos forces armées et les forces étrangères qui sont au Mali. Parce que ce que nous constatons sur le terrain, nous constatons véritablement qu'il n'y a pas un lien, il n'y a pas cette harmonie entre les forces étrangères et les forces maliennes sur le terrain. C'est ce que nous constatons. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que Barkhane est là, la puissance de feu de l'armée française ne peut pas être sur le terrain dans un État et l'aménagement, ces 2 forces sont sur le terrain. Chaque jour, on nous dit que pour bon nombre de Maliens, le salut du pays réside dans la coopération avec la Russie. Est-ce que vous partagez cette réflexion? Bon, moi je me dis que cette réflexion est très très contraire au réalisme. On n'est pas réaliste, soyons réalistes. La Russie ne viendra pas comme un philanthrope au Mali. Elle ne viendra pas nous distribuer du bonheur. La Russie viendra au Mali pour défendre ses intérêts. Que ce soit la Russie, que ce soit la France, aucun État ne viendra chez vous pour défendre vos intérêts. Chaque État, c'est une question de rapport de force. Comme a été dit le général de Gaulle à son temps, les États n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts à défendre. Maintenant, ce qu'il faut, si les plus hautes autorités ont décidé que le Mali signe un accord de défense, abroge l'accord de défense qui nous lie avec la France aujourd'hui, qu'on signe un nouvel accord de défense avec la Russie, c'est à eux d'apprécier cela. Sinon, à mon avis, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, aucun État ne viendra au Mali comme un philanthrope. Chaque État viendra défendre ses intérêts. Entre les États, il n'y a pas d'amitié, c'est le rapport de force. C'est à nous, les Maliens, de s'assumer. Tant qu'on ne parvient pas à avoir des autorités compétentes qui vont élaborer un plan cohérent pour la sécurisation de notre pays, aucun État ne viendra faire ça à notre place.
Ça, c'est la première chose à dire. Alors, c'est pour ça que beaucoup de gens s'inquiètent aujourd'hui par rapport à la militarisation de notre administration. Parce qu'on s'est dit qu'ils ont réussi des meilleures formations, si on regarde leur CV. Tous ces colonels-là, ils ont réussi des meilleures formations dans les grandes écoles militaires étrangères. Mais si on les retrouve aujourd'hui, que ces gens-là sont à Bamako, cantonnés dans les bureaux climatisés, alors que d'autres sont... Alors qu'un État qui n'a pas 20 000 hommes sur le militaire, le bon nombre, ceux qui sont censés de leur donner des plans stratégiques sont dans les bureaux, c'est étonnant. Donc je me dis aujourd'hui, l'air est grave. L'air est grave, on ne doit plus dormir sur nos oreilles, on doit essayer vraiment de regarder que nos concitoyens qui sont... Le Mali ne se limite pas à Bamako. Nous qui sommes à Bamako, nous circulons tranquillement à Bamako. Alors que si, dès l'instant que vous quittez, vous arrivez au niveau, par exemple, au-delà de Ségou, vous allez voir que l'État est absent. Il n'y a pas d'administration, il n'y a pas la justice, il y a, comment on appelle, l'armée n'est pas là. Ce sont les chercheurs traditionnels qui se donnent la main pour essayer de résoudre certaines questions sécuritaires. C'est très dangereux pour un État. L'air est grave, comme vous l'avez dit dans votre introduction également, alors que pour bon nombre de Maliens, le salut du Mali réside avec la coopération suisse et pour Jean-François Camara, la Russie ne viendra pas nous distribuer du bonheur, mais elle vient pour défendre ses intérêts. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, je partage très bien cette analyse parce que la Russie, la France, ils sont pareils. Parce que même si vous prenez les deux drapeaux, il n'y a que 3 couleurs, le bleu, le blanc et le rouge. Donc c'est la disposition seulement qui fait une différence. Verticalement horizontal. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pareil. La France est là pour son intérêt. Et la Russie aussi, si elle vient, elle va venir ici pour son intérêt. La Russie ne va jamais nous donner des MiG-21 gratuitement. La Russie ne va pas venir former nos militaires gratuitement, réparer nos Berdem et puis nos chars qui sont là gratuitement. Tout ce qu'ils feront, ils le feront avec un accord. Et cet accord, c'est à nous de savoir élaborer cet accord. Alors, s'il devait avoir une coopération avec la Russie, c'est quel type de coopération? Mais nous avons déjà une coopération militaire avec la Russie. Quand Dairou était au ministère de la Défense en 2019, il a fait un séjour en Russie. Et ceux qui sont là dans la rue en train de crier « La Russie, vive la Russie » là, moi je me pose souvent la question, est-ce que réellement ils sont au courant que le Mali a une coopération militaire avec la Russie? Ces coopérants russes là, ils sont là chez nous. Ils sont au nord, ils sont à Bamako, dans nos camps ici. Donc maintenant, au lieu de, vous savez, ils sont en train de nous distraire. Est-ce une coopération de défense? Bon, une coopération de défense, il n'est pas dit que c'est interdit de le faire avec 2-3 États. Nous pouvons faire des coopérations de défense avec même 10 grandes puissances. Donc si ces 10 grandes puissances viennent là, c'est une concurrence qui va être là. Celui-là, il va proposer 1000, l'autre va proposer 2000, et celui qui donne le plus, on va aller avec lui. Et tout un chacun va faire ce qu'il doit faire suivant son contrat. Donc maintenant, vous savez, c'est ce que moi je dis, il faut que nous sortons de ce complexe Russie, France et autres là. Donc il faut que nous comptons sur nous-mêmes. Et la Russie, même si nous avons une coopération militaire avec la France, la Russie, comme ils disent, les Russes ne vont pas venir prendre des armes pour aller combattre les djihadistes, les terroristes ou bien ces bandits. C'est l'armée malienne qui doit se mettre devant et eux, ils vont nous seconder. Peut-être qu'ils vont nous aider Ceux qui réclament l'intervention de la Russie prennent l'exemple sur la Centrafrique. Mais qu'ils partent en Centrafrique là pour se rendre compte de la réalité. Jusqu'à présent, les anti-Balaka et Séléka, ils sont en train de se tuer. Donc maintenant, il ne faut pas qu'ils viennent nous raconter des histoires de Surgouba et Zunzanba. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans un État en guerre. Au lieu de se mettre ensemble, nous sommes là à défendre la lutte d'une portion de personnes qui est là. Vous savez, le grand problème de ce pays, c'est quoi? Au Mali, ici, nous disons que Ante tient fait, Ante Kalon fait, Ambe Moussala a fait. Et ça passe pas. Nous n'aimons pas la vérité, nous n'aimons pas qu'on nous mate, nous aimons tout simplement qu'ils nous caressent. Et cette caresse-là, il faut que nous sortons de ça, que nous sortons de ce complexe, soyons nous-mêmes. Il faut voir un peu au centre, au pays de Gon.
allez-y dans le Djéné profond. Vous allez voir des chasseurs qui ont des armes, même pas des armes sophistiquées, qui sont en train de sécuriser leur village, sécuriser les personnes et leurs biens. Maintenant, eux, la seule demande qu'ils peuvent faire, ils font une demande aux autorités. Autorités, venez nous renforcer, venez nous aider pour que nous puissions combattre ces forces du mal. Si ces autorités ne viennent pas, mais ils sont en train de se battre d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais fait appel à la France ni à la Russie. Mais vous savez, c'est un complexe, c'est un débat qui n'a même pas de sens. Il ne faut même pas qu'on parle de ça. Si, moi, ça me fait honte. Vraiment de dire vive la coopération Russie-Mali ou bien vive la coopération France-Mali. Moi, je dirais tout simplement vive la coopération malien-malien. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de nous-mêmes. Il faut qu'on se donne la main. Comme on le dit, si réellement l'union fait la force, les Maliens doivent s'unir et puis laisser nos égos de côté. Ou bien chacun vient dire c'est moi. Sortons dans le moi, venons dans le nous. C'est tout ce qui peut nous sauver aujourd'hui. Déjà, la France avait annoncé le week-end dernier de se retirer du Mali avant de se rétracter. Un éventuel retrait de forces françaises pourrait-elle avoir lieu? La France est un État souverain, ok, et le Mali aussi c'est un État souverain. Donc l'accord qui lie le Mali à la France c'est un accord bilatéral qui porte sur un sujet qui est celui de la défense et de la sécurité. Et donc bien sûr, chacun de ces deux États peut effectivement demander la rupture de cet accord et bien évidemment de décamper le terrain si la France voit effectivement que son intérêt est dans ça. Mais je pense que la France ne va pas quitter le Mali. Et si la France se retire, le Mali pourrait-il faire face seul à la lutte contre l'insécurité? Je ne pourrais pas en fait me substituer à un divan pour prédire cela, mais je pense quand même que si en partant des faits objectifs, si on regarde sur le terrain aujourd'hui, un éventuel retrait de la France, même si je suis de ceux-là qui pensent que ce retrait ne va pas se faire de sitôt, il va falloir peut-être que les Maliens chassent les Français pour qu'ils partent, parce qu'ils ont leur intérêt dans ça, donc ils ne vont pas partir comme ça aussi facilement qu'on le croit. Et donc si jamais il y a un retrait, je pense que ça va être un vide quand même qui va être laissé sur le terrain, parce que n'oublions pas quand même que au niveau du centre, beaucoup de nos territoires sont aujourd'hui sécurisés et beaucoup de nos concitoyens se sentent en sécurité. Encore comme je l'ai dit au début de mes propos, la sécurité c'est aussi un état d'esprit. Beaucoup de nos concitoyens se sentent en sécurité parce qu'ils voient effectivement ces forces étrangères là qui sont là dans les villes et qui circulent matin, midi, soir. Et donc aujourd'hui il va falloir que notre armée puisse trouver effectivement des solutions alternatives. Voilà, d'abord avec la présence de ces militaires-là pour que sur le terrain, nos forces militaires puissent être sur l'ensemble du territoire, que l'État puisse retrouver l'intégralité, puisse faire son retour sur l'intégralité du territoire et que la justice puisse fonctionner également sur l'ensemble du territoire. Encore comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de justice, l'État et la justice c'est l'État. Si l'État n'est pas là, qu'il n'y a pas de justice, on a beau dire toutes les belles idées du monde, on ne va pas s'en sortir. Au même moment, la coordination des mouvements de l'Azawad dénonce sa non-concertation dans le choix du Premier ministre. Est-ce que c'est-à-dire que le refus de la CEMA de participer à une transition pourrait-il avoir un impact sur la situation sécuritaire? Mais bien sûr, parce que la CEMA, c'est quand même un acteur de première heure. Hein. On ne peut pas négliger la CEMA, même si le gouvernement de Mokhtar Ouane 1, il figurait dedans, ils avaient leurs éléments dedans. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans une dynamique de recherche de postes politiques, à mon avis. Hein. C'est ce que je crois. Sinon, on ne peut pas parler de la mise en... Pour elle, le choix annoncé par le président de la transition est un choix imposé. Bon, quoi qu'il en soit, à mon avis, tout ce beau discours, c'est pour amener les autorités actuelles de la transition de ne pas les oublier au moment du partage des portefeuilles ministériels. Voilà, c'est ce que je crois. Et donc, si on parle de façon objective, on se rendra compte que la sécurité au Mali, que ce soit au centre ou au nord, ça ne peut pas en fait se discuter sans qu'on touche effectivement à la question de l'accord d'Alger. Et cet accord d'Alger, c'est eux, les CIMA, qui sont membres signataires de ça. Donc, c'est difficile qu'on puisse parler de sécurité sans les impliquer. C'est même pas possible. Donc, parler ainsi, à mon avis, c'est tout simplement mettre de la pression sur les militaires pour qu'au moment du partage
partage des portefeuilles ministériels, on ne puisse pas les mettre sur les bancs de touche du gouvernement. Balan parle de l'accord. Pour certains, l'accord est déjà caduc. Est-ce que vous voyez qu'il y a encore une utilité de cet accord? Ouais, à mon avis, pour cette question d'accord, qui est une question vraiment très sensible au Mali. Parce que quand vous regardez même l'accord, le contenu de l'accord, vous allez voir qu'on ne peut pas appliquer l'accord en son état aujourd'hui parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans cet accord-là qui sont contraires à notre loi fondamentale, qui est la Constitution. Et notamment, il faudrait prendre en compte aussi, aujourd'hui aussi, ce qu'on appelle la nouvelle configuration, la nouvelle comment on appelle, situation politique, socio-politique de notre pays. Cela veut dire tout simplement que la révision de l'accord s'impose d'elle-même. Donc, que l'accord soit caduc ou pas, moi je me dis que cet accord en son état actuel aujourd'hui n'est pas applicable. Il va falloir forcément que les uns et les autres se retrouvent pour qu'on pense vraiment à la relecture de cet accord. Maintenant, en ce qui concerne la question de la CEMA par rapport au choix du Premier ministre, voilà, je pense que leur inquiétude est légitime parce qu'à mon avis, aujourd'hui, l'actuel président de la transition a fait vraiment une erreur de l'avoir proposé en disant que voilà, le poste de Premier ministre revient au M5. Alors qu'à mon avis, il devrait pourtant surtout parler de ce qu'on appelle une concertation par rapport au choix du Premier ministre. Parce qu'il ne faut pas écarter, il s'agit de l'intérêt général. Quand on parle de l'intérêt général, on ne doit pas écarter un groupe. Que ce soit la classe politique, que ce soit Est-ce que ce n'est pas pour éviter la première erreur du choix du Premier ministre de Mokhtar Wane, parce qu'il y avait une concertation au départ? Il était dans une dynamique de légitimer le coup qui s'est passé l'année passée. Parce qu'il savait que le M5 avait fait des propositions lorsqu'ils avaient rencontré le président, l'ancien président Mandao. Ils avaient fait des propositions phares, notamment la dissolution du gouvernement et la dissolution des CNT. Donc après le coup d'État de l'année passée, donc il se trouve dans une dynamique de légitimer ce qu'on appelle le coup, donc en demandant au M5 de proposer un Premier ministre. D'accord, revenons sur la question de l'insécurité. Aujourd'hui, de quoi nos forces armées de sécurité ont-elles besoin réellement? Aujourd'hui? Oui. Alors, à mon avis, la première chose, il va falloir que les hauts gradés de notre armée et les hommes de rang qui sont, parce que c'est les hommes de rang qui sont sur le terrain, qui se retrouvent, qui nous proposent quelque chose. Quand j'avais entendu parler de la sortie du livre du général Yamoussa Kamara, je me dis, tiens, il va nous proposer quelque chose, une stratégie qui va permettre à notre armée de monter en puissance. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je veux vous dire tout simplement que la question centrale, la question de notre armée, la question de notre sécurité est d'abord politique, c'est-à-dire les hauts décideurs, ceux qui sont à la tête de notre État, et les différents régimes, notamment le régime de Alpha Oumar Koumane, parce que cette question d'insécurité est montée en puissance lorsque les démocrates sont arrivés au pouvoir. C'est-à-dire l'avènement de la démocratie à partir de 1992. Donc, il faut vraiment créer, je ne sais pas, une commission d'audit pour regarder vraiment qui a fait quoi. Si il faut demander encore qu'on modifie ce qu'on appelle les mandats de l'administration pour que l'administration puisse avoir ce qu'on appelle un mandat offensif, qui a été le cas comme on appelle au Congo, RDC avec la MONUSCO. Je pense que toute cette question-là doit être mise sur la table, essayer de voir réellement et aussi de demander ce qu'on appelle les anciens chercheurs, les sociologues, comme on appelle les ONG nationales et internationales, vraiment de faire des propositions. Il faut qu'on se retrouve vraiment de discuter uniquement, même s'il faut des mois et des mois, pour discuter vraiment sur la question de la sécurité du Mali. Parce que vraiment, l'air est vraiment grave. Si on continue comme ça, je pense qu'il bien que les djihadistes vont venir à Bamako. À qui profitent, selon vous, ces différentes attaques, ces exécutions sommaires et ces enlèvements de civils et autres braquages? Bon, la question, elle est là. Je crois que c'est aux autorités de nous dire à qui ça profite, parce que ce sont eux qui ne se sont pas assumés en jouant vraiment leur rôle régalien qu'ils doivent jouer. Vous savez, dans ce pays, tout ce problème, je peux dire que les forces étrangères et autres ne sont pas la solution. La solution, c'est nous-mêmes. Comment se fait-il que il y a le président français qui vient, il dit que la France va rentrer, qu'il va retirer les troupes françaises. Mais s'il retire les troupes françaises, c'est ce que je dis à beaucoup de gens. Nous, au moment où nous partions sur Amadou Koufa pour aller demander la paix, on n'a pas été couvert par la France ni par la Russie ou bien par l'armée malienne. Pourquoi on ne peut pas discuter entre nous Maliens?
c'est parce que nos autorités, ils fuient. Quelle réponse efficace faut-il aujourd'hui pour rétablir la sécurité? Et pour rétablir la sécurité, ce n'est qu'une seule chose. Créons une confiance entre nous. Que les autorités viennent vers la population, qu'ils communiquent avec la population. Vous savez, tout ça, c'est un déficit de communication qui est là de la part des autorités. Les autorités, ils fuient les populations. Et il y a des populations même qui, s'ils voient les hommes en tenue là, ils ont même peur, ils vont se cacher. Du côté, que ce soit les chasseurs, que ce soit les djihadistes, que ce soit les simples Peuls, les Dogons ou Bambara là, beaucoup d'entre ces gens disent qu'ils n'ont d'autres ennemis que nos porteurs. Et vous avez parlé de quelque chose, la justice. Tout le problème de ce pays, c'est lié à un problème purement et simplement de partage de la justice. Donc c'est le mauvais partage de la justice qui fait que nous sommes dans ce problème. Partout où vous partez, c'est l'injustice qui est la cause de ces différents soulèvements. Donc le problème, c'est quoi? Que ces autorités qui sont là, qu'ils s'assument qu'ils soient des autorités, qu'ils nous montrent qu'ils sont là pour ça. Moi, je me pose souvent la question, les généraux, là, les dizaines de généraux dont on nous parlait hier, là, ils sont où? Ils ne vivent plus. Donc si c'est des colonels qui viennent pour prendre tout un État en otage, disant qu'ils vont sécuriser les personnes et leurs biens, et qui sont en train de s'auto-attribuer, ou je ne sais même pas comment m'exprimer, des postes à Bamako ici, laissant d'autres au front. Donc il est temps à ce que ces autres gradés, au lieu de venir vous asseoir et puis d'écrire des livres, je crois que les livres que vous devrez écrire aujourd'hui, ça doivent être des livres qui ont des stratégies de guerre, qui ont des stratégies de sortie de crise de la part de nos militaires qui sont sur le front. Et ce n'est pas à Bamako qu'on peut résoudre ce problème, c'est au front qu'on peut résoudre le problème. Et on a besoin de toutes les communautés, de toutes les couches, pour que nous puissions parler entre nous et faire du Mali ce que nous voulons faire. Si le Mali se limite seulement à ce hippopotame, disons-nous que nous avons perdu la tête, le ventre, nous ne tenons le Mali que par la queue. Si nous ne faisons pas attention, même cette queue-là, elle va aller et nous allons essayer de chercher autre chose qui n'est pas le Mali. Ce défi sécuritaire pourra-t-elle être relevé par les autorités de la transition? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas parce qu'il faut être objectif. Et la transition est là pour 18 mois. En tout cas, si on reste sur ce qui a été dit au départ. Donc, en 18 mois, on ne peut pas en fait résoudre un problème qui relève de l'ordre structurel. Parce que la sécurité au Mali, c'est vraiment du structurel. C'est un problème qui date depuis... le problème a éclaté en 2012, mais bien avant 2012, le problème était déjà là. Voilà. Donc, il faudra aujourd'hui que les autorités de la transition puissent quand même en faire un objectif principal. Vous savez, dans la gouvernance, ce qui est mauvais, c'est avoir des objectifs qui sont souvent contradictoires ou bien ne même pas avoir d'objectifs. C'est ce qui est grave. Voilà. Donc aujourd'hui, les efforts vont dans tous les sens et c'est pas bon. On assiste effectivement à un gaspillage des efforts. Il faut concentrer les efforts vers un objectif précis. Et l'objectif précis, à mon avis, il est tripartite, c'est-à-dire la sécurisation du territoire. La sécurisation du territoire, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer tous les djihadistes du Mali d'ici la fin de la transition. Ça veut dire qu'il faut apporter des réponses à des populations qui sont dans des situations d'insécurité, de sorte que ceux-ci puissent avoir un état d'esprit tranquille. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, conduire les réformes politiques et institutionnelles. C'est très important, comme quelqu'un l'a dit, et Jean-François l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas aujourd'hui appliquer l'accord si on ne passe pas par la révision de la Constitution. Donc, la révision de la Constitution, c'est une réforme politique et institutionnelle. Et aussi, la question du découpage territorial, il faut en parler. On veut aller vers des élections couplées avec les législatives et les élections au niveau régional, sans pour autant résoudre le problème du découpage électoral. Ça aussi, c'est un élément important qu'il faut résoudre. Et enfin, il faut, à la fin de cette transition, organiser des élections libres, crédibles et transparentes, et que les prochaines autorités issues de ces élections-là puissent mettre en tête que leur mandat va être également un mandat de transition. Parce qu'il faudra alors conduire les politiques qui ont été sémées depuis cette transition, il faudra alors les mener à terme.
Au regard de l'évolution de la situation au centre et au nord du pays, on a l'impression qu'il est difficile de trouver une solution à la crise sécuritaire. Est-ce à dire qu'il y a une difficulté vraiment de sécuriser le pays? Il y a une mauvaise foi. C'est ce que je crois. Je crois qu'il y a vraiment une mauvaise foi et l'absence d'une volonté politique de résoudre le problème. Vous savez, quelqu'un disait ça en son temps, je ne sais pas si c'est Paul Éluard, je ne sais pas qui encore, que quand l'État est trop fort, il nous écrase. Mais quand il est trop faible, nous périssons. Vous savez, aujourd'hui, l'État est trop faible et nous sommes en train d'assister au péril. Et nous assistons effectivement à la dislocation même de la société malienne. Nous assistons à la fragmentation de notre État et c'est ce qui est décevant, c'est ce qui est choquant et que dans cette situation, ceux-là qui sont censés effectivement nous apporter des solutions militaires sont là à Bamako en train de se disputer des postes politiques et là je pense que c'est quelque chose qui fait froid au dos. Face à cette situation sécuritaire, quelle doit être la stratégie des nouvelles autorités de la transition? La stratégie des nouvelles autorités, c'est toujours essayer vraiment de renouer ce qu'on appelle un dialogue avec un certain nombre de djihadistes qui sont nos concitoyens, notamment parmi les propositions du dialogue national inclusif, cela a été évoqué, notamment Amadou Koufa et Yad. Essayer vraiment de renouer le dialogue avec eux, regarder vraiment dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble pour vraiment pérenniser la paix. Ça, c'est une première proposition. La deuxième proposition, c'est vraiment que nous, Maliens, vraiment, que nous sensons que c'est pas, comme a été dit mon aîné, ce n'est pas les forces étrangères qui viendront nous libérer. Il y a même un Dadash Bamara qui dit que en français, on peut le dire que cela veut dire tout seulement, lorsque vous demandez aux gens de venir capturer votre lion, ça veut dire tout seulement, c'est vous-même d'abord qui devrez essayer de capturer la tête de ce lion. Donc ça veut dire tout seulement, c'est à nous vraiment de s'assumer. On doit s'assumer sur tous les plans, sur le plan militaire, tous les plans sécuritaires. En ce qui concerne les réformes. Est-ce à dire que les groupes radicaux sont-ils plus nombreux que l'on imagine? Non, ils sont plus déterminés que nous. Ils sont plus déterminés que nous. Vous savez, quand vous pouvez être mieux formé, mais lorsque vous n'avez pas cette détermination, vous n'allez nulle part. La conviction, avoir la foi de réussir, d'atteindre quelque chose, c'est la détermination. Ils sont plus déterminés que nous. Sinon, ils ne sont pas plus nombreux que nous sur notre territoire. Je ne suis pas sûr de cela. Mais quand même, ce que je sais que les djihadistes, on ne doit même pas les appeler les djihadistes, les terroristes qui sont sur notre territoire sont plus déterminés que nos forces armées. Le rétablissement de la sécurité est-il possible au Mali? Dans ces circonstances, c'est impossible. C'est impossible parce que les autorités qui sont là, qui sont en charge de ça, donc ils ne sont pas en train de nous montrer quelque chose qui peut nous mettre en confiance. Si tous les hauts gradés sont à Bamako et qu'ils occupent des postes et qui sont sur le terrain maintenant, quelle stratégie ils vont employer là-bas? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de les faire pour les appuyer en équipement, en vivres et puis en renseignement surtout aussi. Donc nous pouvons dire que vraiment c'est triste ce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays en matière de sécurité. Alors, vous qui avez rapproché Amadou Koufa, est-ce qu'il avait parlé tout à l'heure de négocier avec le groupe djihadiste? Est-ce qu'il est facile de négocier avec eux? Mais très facile. Mais qu'est-ce qu'il faut négocier? Il faut négocier. Vous savez, aujourd'hui, là où nous sommes, Amadou Koufa et ses hommes, ils en ont même marre. Aujourd'hui, ils veulent revenir. Ils veulent discuter avec les autorités. Ces autorités de la transition, ils avaient fait quelques démarches envers... Pourquoi toutes ces attaques de la part des djihadistes? Non, toutes ces attaques ne sont pas des gens de Amadou Koufa. Il y a des bandits qui sont là, des voleurs de bétail. Il y a d'autres aussi qui se disent des djihadistes, mais c'est des gens qui ne prient même pas. Donc vous savez, comme je vous l'ai dit, Amadou Koufa et puis ces gens aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, ils veulent juste discuter avec l'État, avoir une garantie. Mais avec qui dans cet État? Qui est ce responsable qui va s'assumer pour dire je vais discuter avec ces hommes? On dit que le dernier avait demandé de discuter et avec Koufa et avec Yad. Mais les autorités, souvent même ces gens qui sont en forêt, les combattants qui sont là,
ils disent que nos autorités n'ont pas la bonne foi de venir vers eux pour qu'ils puissent s'asseoir et puis discuter. Merci. Nos autorités n'ont pas la bonne foi pour discuter avec les groupes radicaux. C'est sur ces mots que prend fin ce grand dialogue. Merci à nos invités, à Balan Andjakite, politologue, chercheur, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, Jean-François Marie Kamara, enseignant-chercheur à l'Université de sciences politiques et juridiques de Bamako, à la régie vidéo Salim Adjouara, à la mise en onde Gagny Kanté, à la coordination Mohamed Touré. Je suis Imran Akilo Amega. Chers auditeurs, invités, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.